Perdue au milieu d'une plaine sans relief, sous un ciel immense et délavé, se tenait la ferme. La poussière, aussi fine que de l'os en poudre, s'était déposée sur tout. Les rebords de fenêtres fissurés, les brins d'herbe affaissés, l'air lui-même. Le silence, ici, n'était pas paisible. C'était un vide, un espace creux où le rire avait autrefois vécu. C'était le monde de Léo, un royaume de beige et de gris, gouverné par une forme de chagrin silencieux et étouffant. À 8 ans, Léo avait appris à être un fantôme. Il se déplaçait dans les pièces de la vieille bâtisse en chaussettes, petite ombre glissant le long du papier peint à fleurs décolorées. Il avait compris que les lattes du plancher ne craquaient que si l'on y mettait tout son poids. Alors il marchait sur la pointe des pieds. Il avait appris qu'une respiration trop profonde pouvait s'entendre depuis la pièce voisine. Alors il inspirait par petites goulées. La survie était une leçon de soustraction. Moins il était lui-même, plus il se sentait en sécurité. Sa belle-mère, Marthe, était une femme taillée dans la glace et la désapprobation. Elle n'était pas bruyante. Sa cruauté ne se manifestait pas par des cris, mais par le tranchant acéré de ses soupirs. Elle résidait dans sa manière de poser son assiette sur la table avec un peu trop de force. Elle se nichait dans les mots qui tombaient de ses lèvres comme des éclats de pierre. Un garçon de ton âge devrait être utile, pas seulement présent. Le père de Léo avait été un homme chaleureux, au rire tonitruant, un homme qui sentait le bois scier et le soleil. Après sa disparition, toute cette chaleur avait été ensevelie avec lui, ne laissant que la présence froide de la femme qu'il avait épousée. Pour Marthe, Léo n'était pas un fils. Il était la relique d'une vie qui n'était pas la sienne, une dernière responsabilité non désirée. Sa seule échappatoire était une petite boîte de restes de crayons de cire qu'il gardait cachée sous son lit. Dans la prison silencieuse de sa chambre, il dessinait des mondes éclatants de couleurs impossibles, des ciels d'un orange flamboyant, des forêts d'un bleu électrique, et des animaux qui parlaient avec des yeux bons et souriants. C'étaient des secrets que personne ne pouvait toucher. Cela changea un mardi. Un pick-up cahotant remonta la longue allée poussiéreuse, transportant un dernier vestige du monde de son père. Un vieux chien. Il s'appelait Major, un Malinois belge qui avait servi de partenaire canin à son père pendant 6 ans. Désormais, son museau était grisonnant et une légère raideur s'était installée dans ses puissantes pattes arrière. Marthe l'accueillit avec un soupir familier et lasse. « Encore une bouche inutile à nourrir », marmonna-t-elle, sans regarder Léo. Mais il sut que les mots lui étaient aussi destinés. Léo vit Major pour la première fois dans l'arrière-cour dénudée. Le chien se tenait immobile, inspectant son nouvel environnement désolé. Ses oreilles, autrefois perpétuellement dressées et alertes, restaient dans une position neutre et patiente. Ses yeux sombres et intelligents balayèrent la cour, la clôture, la grange délabrée et finirent par se poser sur Léo, qui observait depuis la fenêtre de la cuisine. Pendant un long moment, leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de queue qui remue. Pas d'aboiement joyeux, il y eut seulement une reconnaissance silencieuse et profonde. C'était la rencontre de 2 âmes solitaires, 2 êtres qui avaient perdu leur raison d'être et erraient désormais à la dérive dans un monde qui ne ressemblait plus à un foyer. Mais dans le regard calme du vieux chien, pour la première fois depuis très très longtemps, Léo sentit quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Il se sentit vu. Major passa les premiers jours dans un état d'observation tranquille. C'était une créature de devoir et de discipline, et son nouvel environnement était une énigme qu'il tentait de résoudre méthodiquement. Il observait les grains de poussière danser dans les filets de lumière qui perçaient les vitres sales. Il observait la façon dont Marthe se déplaçait dans la maison, un tourbillon d'angles vifs et de ressentiments silencieux. Mais par-dessus tout, il observait Léo. Il vit le garçon sursauter quand Marthe entrait dans une pièce. Il vit comment les épaules de Léo se voûtaient, le faisant paraître encore plus petit qu'il ne l'était. Il vit la façon dont Léo retenait sa respiration jusqu'à ce que sa belle-mère soit passée. Major, un chien entraîné à détecter les signes subtils de la peur, de la tromperie et du danger, reconnut l'odeur de terreur profonde qui collait au garçon comme une seconde peau. Sa protection commença de manière subtile, presque imperceptible.
Un soir à table, la main de Léo trembla en attrapant le sel, et il renversa son verre d'eau. Le liquide se répandit sur la nappe en toile cirée en une tache sombre et accusatrice. « Maladroit !» siffla Marthe, la voix basse mais acérée comme une aiguille. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant durement le sol. Alors qu'elle se dirigeait vers Léo, Major, qui était couché en silence dans un coin, se releva. Il ne grogna pas, il n'aboya pas. Il s'avança simplement et se plaça entre le chemin de Marthe et la chaise de Léo, un obstacle calme et physique. Marthe s'arrêta, décontenancée. « Hors de mon chemin, stupide animal !» Major ne bougea pas. Il la regarda simplement de ses yeux sombres et savants. Après un moment de tension, Marthe laissa échapper un grognement exaspéré et retourna s'asseoir, sa colère momentanément désamorcée par le défi silencieux du chien. Léo, observant derrière ses petites mains, sentit une lueur de chaleur dans sa poitrine. À partir de ce jour, Major devint l'ombre de Léo. Quand Léo allait dans sa chambre pour dessiner, le vieux chien se couchait en travers du seuil, une barrière poilue et respirante contre le reste de la maison. Quand Léo devait aller aux toilettes extérieures la nuit, Major marchait à ses côtés, une escorte silencieuse dans l'obscurité oppressante. Il ne réclama jamais une caresse ou une friandise. Sa compagnie était une offrande silencieuse et constante, une présence qui commença lentement à repousser le poids écrasant de la solitude de Léo. Un après-midi, Léo était absorbé par son art, dessinant un magnifique lion ailé avec un crayon d'or brillant. Marthe entra sans un bruit. Avant que Léo ne puisse le cacher, elle lui arracha le dessin des mains. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» dit-elle, la voix suintant le dédain. « Tu perds ton temps avec des fantaisies stupides. Tu as la tête aussi vide que celle de ta mère. » D'un seul geste sec, elle déchira le lion d'or en deux et laissa les morceaux volter jusqu'au sol. Léo ne pleura pas. Il se contenta de fixer les débris de sa création. Une fois Marthe sortie de la pièce en trombe, il sentit un nez humide lui pousser la main. Major s'était approché et poussait doucement l'un des morceaux de papier déchiré vers Léo avec son museau. Il posa ensuite sa tête sur le genou de Léo et le regarda comme pour dire « J'ai vu, je sais ce que cela représentait pour toi ». L'alliance était scellée, mais Marthe le vit aussi. Elle vit la façon dont le garçon avait commencé à tenir la tête un peu plus haute quand le chien était près de lui. Elle vit la façon dont le chien surveillait chacun de ses mouvements. Le ressentiment dans son cœur, autrefois dirigé uniquement contre le garçon, avait maintenant une nouvelle cible. « Ne t'attache pas trop », dit-elle un soir à Léo, en l'observant glisser en secret un morceau de son propre maigre dîner à Major sous la table. Les vieux chiens ont une façon de disparaître, surtout ceux qui ne connaissent pas leur place. La menace flotta dans l'air, froide et tranchante, et une nouvelle peur terrifiante prit racine dans le cœur de Léo, non pas pour lui-même, mais pour le seul ami qu'il avait au monde. Le point de rupture arriva un samedi froid et venteux. C'était l'anniversaire de la mort du père de Léo, un jour que Marthe traitait toujours avec une sorte de rage bouillonnante particulière, comme si sa disparition était un inconvénient personnel dont elle était forcée de se souvenir. Léo était resté silencieux toute la journée, replié sur lui-même, son seul réconfort étant la petite boîte à musique en bois que son père lui avait offerte. C'était un objet simple, sculpté d'un cheval à l'allure maladroite, et quand on la remontait, elle jouait une version métallique et légèrement fausse de « Tuer mon soleil ». C'était le seul morceau tangible de l'amour de son père qui lui restait. Marthe, alimenté par un verre de vin bon marché et une amertume profonde, le trouva, avec dans le salon. « Toujours accroché à cette vieille camelote ?» ricana-t-elle. « Ton père est parti. Il ne reviendra pas. Ce n'est pas ça qui le ramènera. » Léo serra plus fort la boîte à musique. « C'était à lui, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Ce n'est que du bois et des engrenages, » dit-elle, ses yeux brillants d'une impulsion cruelle. Elle la lui arracha des mains. Sa place est dans le feu, avec tous les autres souvenirs inutiles. Elle se tourna vers l'âtre, où un feu couvait contre le froid de l'automne. Alors qu'elle levait le bras pour la jeter dans les flammes,
Un son grave gronda dans la pièce. C'était Major. Il avait quitté sa place près de la porte et se tenait maintenant juste devant la cheminée, lui barrant le passage. Son corps était tendu, sa tête basse, et pour la première fois, ses babines étaient juste assez retroussées pour révéler la pointe blanche de ses canines. Un grognement profond et sonore vibra de sa poitrine. Ce n'était pas l'aboiement d'un chien surpris, c'était l'avertissement délibéré et contrôlé d'un protecteur entraîné qui avait identifié une menace et ne reculerait pas. « Bouge, espèce de bête pleine de puces !» hurla Marthe, sa contenance se fissurant. Major ne bougea pas. Son grognement s'intensifia. Ses yeux, fixés sur les siens, avaient une intensité glaciale. C'était une déclaration claire et sans équivoque. Tu ne passeras pas. En voyant cela, en voyant le courage inébranlable du vieux chien, quelque chose changea à l'intérieur de Léo. Une minuscule braise de défi, longtemps endormie sous des années de peur, commença à rougeoyer. Il fit un pas chancelant en avant. « S'il te plaît, dit-il, la voix tremblante mais claire, plus forte qu'il n'avait parlé depuis des années. Ne fais pas ça. C'est de mon papa. » Les deux actes de défi inattendus, la barrière physique du chien et la voix soudaine du garçon semblèrent stupéfier Marthe. Son visage se tordit en un masque de fureur et d'incrédulité. Un instant, elle parut sur le point de frapper le chien, mais quelque chose, dans la posture de Major, une promesse de représailles rapides et certaines, la fit hésiter. Avec un cri de pure frustration, elle lança la boîte à musique, non pas dans le feu, mais sur le plancher en bois où elle atterrit avec un craquement sec. Un petit morceau du cheval sculpté s'ébrécha, puis elle sortit de la pièce en trombe, claquant la porte si fort qu'un cadre sur le mur trembla. Le silence qui suivit était différent. Il n'était pas vide, il était rempli du halètement du vieux chien et des respirations saccadées du petit garçon. La bataille était terminée. Pour l'instant, Léo s'approcha lentement et ramassa la boîte à musique endommagée. Il s'agenouilla ensuite sur le sol, à côté de Major, ses petites mains s'enfonçant dans la fourrure épaisse du chien. Il enfouit son visage contre le cou du chien, et pour la première fois depuis la mort de son père, il pleura. Il pleura pour son père, pour sa solitude, pour sa peur. Mais surtout, il pleura avec un sentiment de gratitude profond et bouleversant. Major ne bougea pas. Il resta simplement là, un pilier inébranlable dans la tempête, et de temps en temps, il léchait les larmes salées sur la joue du garçon. La ligne avait été tracée et un gardien avait choisi son protégé. Dans les jours qui suivirent, la maison devint plus froide. La guerre silencieuse entre Marthe et Major s'était intensifiée. Elle ne parlait plus au chien, se contentant de le foudroyer du regard avec une expression de pur venin. Elle commença à laisser la barrière arrière ouverte, accidentellement, espérant qu'il s'éloignerait. Mais Major, toujours vigilant, ne s'éloignait jamais du côté de Léo. Finalement, Marthe passa à l'action. Un matin, Léo observa depuis sa fenêtre tandis qu'elle se tenait dans la cour, parlant au téléphone. Elle utilisait une voix douce et concernée qu'il entendait rarement. « Oui, il est devenu si imprévisible, disait-elle. Il m'a grogné dessus. J'ai peur pour la sécurité du garçon. Je pense qu'il doit être récupéré. » 1 heure plus tard, une camionnette blanche des services de protection animale entra dans l'allée. Une jeune femme en uniforme, au visage aimable et portant un badge au nom de Sarah, en sortit. « Je suis ici concernant un chien potentiellement agressif ?» dit-elle, en regardant Marthe, qui avait composé son visage en un masque de sincérité inquiète. « Oh, merci d'être venu si vite », dit Marthe en se tordant les mains. « C'est Major. Il appartenait à mon défunt mari et je pense qu'il est juste devenu méchant. Je suis si inquiète pour Léo. » Sarah hocha la tête, ses yeux professionnels mais perspicaces. « Laissez-moi voir le chien, s'il vous plaît. » Major était dans la cour avec Léo. Alors que Sarah s'approchait avec une perche de capture, un outil de son métier, Major ne montra aucune agressivité envers elle. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui fit faire une pause à Sarah. Il marcha calmement vers Léo, s'assit à côté du garçon et lui donna un léger coup de coude dans la main, le regardant avec des yeux doux et rassurants. Sarah abaissa la perche. Elle avait vu des chiens agressifs. Celui-ci n'en était pas un.
C'était un chien qui accomplissait un devoir. « Puis-je parler un instant à votre fils » demanda-t-elle à Marthe. « C'est mon beau-fils » corrigea Marthe, la voix tendue. « Et il est très timide. Il ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas grave, » dit Sarah, son regard ne quittant pas le garçon et le chien. « J'aimerais quand même essayer. » À contre-cœur, Marthe le permit. Sarah s'agenouilla dans la cour poussiéreuse, pas trop près de Léo. Elle ne posa pas de questions sur Major ou sur la peur. Elle montra une tache de crayon bleu sur le doigt de Léo. « Qu'est-ce que tu aimes dessiner » demanda-t-elle doucement. Léo regarda Major, qui émit un léger « wouaf » d'encouragement. Hésitant, Léo la conduisit dans sa chambre. Il s'agenouilla près de son lit et sortit la boîte en carton usé. Il ne dit rien, ouvrit juste le couvercle. Sarah vit des dizaines de dessins. La plupart représentèrent des mondes fantastiques et colorés. Mais au fond de la pile, il y en avait un qui lui coupa le souffle. Il était dessiné au dos d'un morceau de facture déchiré. Il représentait une petite silhouette en bâton recroquevillée dans un coin sombre d'une pièce. Au-dessus d'elle se dressait une grande silhouette d'ombre en colère. Mais debout, juste devant le garçon, face à l'ombre, se tenait un grand chien de couleur dorée. Le chien était la seule chose dans le dessin qui avait de la couleur, un bouclier vibrant d'or contre un monde de gris et de noir. Sarah regarda le dessin, puis Léo, puis Major, qui se tenait fidèlement aux côtés du garçon. Elle comprit tout. Elle retourna dehors, son expression maintenant ferme. « Madame, » dit-elle à Marthe, « le comportement de Major n'est pas agressif. Il est protecteur. J'ai de sérieuses inquiétudes, mais elles ne concernent pas le chien. » Elle sortit son propre téléphone. Tandis que le visage de Marthe blêmissait, Sarah passa un appel, sa voix basse mais claire. « Oui, ici Sarah de la protection animale. Je suis à la résidence Miller. J'ai besoin qu'un superviseur et un représentant de l'aide sociale à l'enfance me rejoignent ici, immédiatement. » La guerre silencieuse était terminée. Le sauvetage avait commencé. Tandis que Léo regardait la scène se dérouler depuis sa fenêtre, il se pencha et enlaça le cou de Major. Il ne partait pas avec une valise pleine de vêtements ou de jouets. Il partait avec ses dessins et avec son gardien. Il ne regarda pas en arrière vers la ferme, seulement en avant, vers la camionnette blanche qui représentait un monde au-delà de la poussière et du silence. La guérison ne fut pas un événement unique, mais une aube lente et tranquille. Léo et Major furent placés dans un foyer d'accueil, une petite maison joyeuse, avec une pelouse verte, tenue par Sarah, l'agente de la protection animale, qui avait une licence spéciale pour les placements d'urgence. L'air dans sa maison sentait la cannelle et le savon à lessive, un contraste frappant avec la poussière et le délabrement de la ferme. Le silence ici était différent aussi. C'était un calme confortable et paisible, rempli du doux tic-tac d'une horloge et des ronflements légers de Major, dormant au pied du nouveau lit de Léo. Léo était toujours un garçon silencieux. Les fantômes des mots de Marthe, de sa présence froide, ne disparurent pas du jour au lendemain. Mais le poids constant et écrasant sur ses épaules commença à se soulever millimètre par millimètre. Il commença à marcher la tête haute, ne scrutant plus le sol à la recherche de planches qui craquent. Il commença à dessiner à la table de la cuisine, laissant ses créations à la vue de tous, au lieu de les cacher sous son lit. Un après-midi, Sarah s'assit avec lui pendant qu'il dessinait. Il faisait le dessin d'un vaste champ ouvert sous un ciel bleu vif. Au milieu, un garçon et un chien marchaient côte à côte. Il n'y avait pas de mur, pas d'ombre, pas de silhouette menaçante. « C'est un endroit magnifique », dit doucement Sarah. Léo regarda son dessin, puis Major, et pour la première fois, il essaya d'expliquer le monde à l'intérieur de sa tête. « C'est l'endroit calme », dit-il, d'une voix qui était à peine plus qu'un murmure. « C'est là où on peut s'entendre penser. C'est Major qui me l'a montré. » L'histoire de Major, le gardien silencieux, était une histoire discrète. Il n'y eut pas d'acte de sauvetage unique et spectaculaire d'un bâtiment en feu ou d'une rivière en crue. Son héroïsme était cousu de 1000 petits moments invisibles. Il résidait dans la façon dont il se tenait comme un tampon, la façon dont il poussait un dessin déchiré, la façon dont il refusait de quitter le côté du garçon. Il n'avait pas sauvé Léo d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle.
Il avait monté la garde sur l'âme vacillante du garçon jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit enfin capable de voir la lumière. En fin de compte, ce sont souvent ces batailles silencieuses qui nous définissent. Le monde est plein de bruit, de demandes bruyantes et de jugements sévères. Mais parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un gardien du silence. Un ami fidèle qui reste simplement, qui se tient à nos côtés dans l'obscurité, et dont la présence inébranlable nous rappelle que nous ne sommes pas invisibles, que nous ne sommes pas un fardeau, et que nous méritons d'être vus. La vraie force ne réside pas toujours dans le rugissement. Parfois, elle se trouve dans le battement de cœur silencieux et inébranlable d'un ami qui refuse de vous laisser affronter le monde seul.